Amigo, nouvelle session Unpopular Opinion. Aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Riles pour juger vos avis les plus tranchés. Riles, ça me fait super plaisir que tu sois là. Est-ce que tu es chaud? Ah, coucou tout le monde. Salut à toi, Alex. Bah écoute, franchement, le plaisir est partagé et merci à toi pour l'invitation. Je suis chaud. Avec grand plaisir. Ne perdons pas plus de temps. Footix ou puriste, le tribunal est ouvert. Avant de commencer Amigo, laisse-moi te présenter l'outil que j'ai le plus utilisé pour produire cette vidéo, le navigateur Opera et sa nouvelle version R2. C'est rapide, simple d'utilisation et plein d'options pour être le plus efficace possible dans mes recherches. Et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Même Aria, l'IA intégrée d'Opera. Même plus besoin d'aller chercher dans la sidebar, il suffit de faire CTRL+/ ou commande+/ si t'es sur Mac et hop, après ça, tu peux lancer ta recherche en 2 secondes et même générer des images avec un simple prompt. Avec Opera, tout est plus fluide. Avec la version R2, si tu regardes une vidéo et tu veux la garder sous les yeux tout en faisant autre chose, avec la fonction Pop-Out, tu peux détacher la vidéo et la transformer en une petite fenêtre flottante. Et elle peut même sortir du navigateur et s'afficher où tu veux sur ton écran. Pratique, non? Autre point que j'aime beaucoup avec la dernière mise à jour d'Opera, la fenêtre de navigation est totalement customisable désormais. Tu peux utiliser un thème déjà prêt ou alors faire le tien sur mesure en changeant la couleur, la transparence, les sons, tout. Bref, je te conseille vraiment Opera, amigo, que ce soit pour le travail ou pour le divertissement. Avec Opera, tout est vraiment plus fluide. Et en plus de ça, c'est totalement gratuit. Je t'ai mis un lien dans la description. Avant de commencer, petite nouveauté sur mon système de notation. Je me dis que Footix et puriste, c'est peut-être un petit peu trop vague. Il manque peut-être un petit milieu quand même, un juste milieu. Donc on va rajouter la petite case il n'a pas tort, parce que des fois c'est vrai que on peut être d'accord avec l'avis, on peut le trouver pertinent sans forcément que ce soit foncièrement quelque chose de puriste. Puriste ne veut pas forcément dire que c'est juste ou quoi, donc je pense que là comme ça les choses seront un petit peu plus claires. Exactement. On évolue. Allez, on commence avec un premier avis, celui de Adam ou Adam, je sais pas comment on prononce, je dis les deux dans le doute. Thiago Silva est un des joueurs les plus sous-cotés, il est facile top 5 d'essai all-time et mérite plus de reconnaissance. Il s'est imposé à Milan, au PSG et à Chelsea avec une facilité déconcertante. Il manque de trophées internationaux type Coupe du Monde, mais il est juste derrière les Maldini, Beckenbauer et Ramos. Alors déjà, il est sous-coté. Ouais, moi je trouve qu'il est quand même sous-coté. Moi je trouve que c'est un défenseur qui est sous-coté. C'est complexe de comparer toujours les générations les unes avec les autres. Moi je pourrais pas te comparer. Ça, je suis d'accord. Déjà, même de l'époque des Maldini et notre époque aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais pour moi, oui, Thiago Silva, c'est l'un des défenseurs les plus intelligents et complets que j'ai pu voir. Et puis, on a aussi le témoignage de tous les joueurs qui l'ont côtoyé, qui sont pas que des petits joueurs, qui ont pu dire même à certains moments que c'était le meilleur joueur avec qui ils avaient joué, quoi. Non, pour moi, Thiago Silva, c'est un joueur sous-coté. Maintenant, je le mettrai pas dans le top 5 des défenseurs centraux de l'histoire du football. Non, pas pour moi, c'est tout match. Mais il est quand même sous-coté. Vas-y. Mais je dirais qu'il est quand même sous-coté. Je veux bien entendre qu'il soit un peu sous-coté et qu'on en ait fait un peu des caisses avec le fait qu'il ait pleuré lors de la Coupe du Monde 2014 sur son manque de mental à certains moments. Je dis pas que c'est faux, mais c'est vrai qu'on l'a peut-être un peu trop fait et que ça a pu occulter, du moins chez certains observateurs, le fait que ce soit véritablement un monstre. Si on prend vraiment en termes de talent pur, je pourrais le mettre top 5 d'essai. Si on parle vraiment de talent pur. Voilà. Intelligence défensive, physiquement, il avait tout. Anticipation, physique, vitesse. Il y a tout. C'est rare de l'avoir vu se faire tuer en 1 contre 1. Maintenant, pour moi, je trouve qu'il y a quand même un manque de fiabilité. Oui, effectivement, on en a fait des caisses sur le fait que mentalement, des fois, il faut être un petit peu fragile. Mais c'est quand même vrai. Moi, il y a quand même des joueurs qui, selon moi, ont un talent à peu près égal ou peut-être un petit peu en dessous, mais le talent pour moi c'est pas le seul critère d'évaluation dans une carrière, surtout si on parle vraiment des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire. Moi je suis obligé de mettre les curseurs au maximum sur tous les critères. Donc dire bon, il manque de trophées internationaux, mais bon, c'est pas grave. Non, je peux pas. Non. je peux pas. Ça joue, bien sûr. Moi je suis obligé de faire passer des mecs comme Nesta, Baresi, Pep, Ferdinand, Puyol, des mecs comme ça, mais je suis obligé de les faire passer devant. Parce que non seulement ils ont eu un talent incroyable, ces mecs-là,
Mais en plus de ça, ils avaient une fiabilité qui était supérieure. Il y a un palmarès largement supérieur. Je peux pas mettre Thiago Silva dans un top 5 d'essai. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, beaucoup de joueurs qui sont allés au PSG, à un moment donné, bon, on n'a pas pu bien les jauger en Ligue des Champions. Ils n'ont pas pu porter la Ligue des Champions. Et je pense que c'est un joueur qui aurait pu avoir le talent. Bon, après, il a quand même gagné la Ligue des Champions à Chelsea. Hein. C'est vrai. Mais je pense qu'on se fait aussi avoir par l'aspect émotionnel qui peut exister chez certains joueurs, ce qui pour moi ne veut pas dire qu'il manque de fiabilité. Ça dépend en fait, le caractère, on le transmet pas que par la hargne sur le terrain. Je veux dire, un Cristiano Ronaldo, il a à la fois ce côté qu'on peut dire... cette hargne, l'idée de pousser les gens à la victoire, et en même temps cet aspect hyper émotionnel où certains même s'en moquent maintenant sans avoir suivi trop sa carrière. Thiago Silva, c'est aussi un leader. Regarde, à Chelsea, moi je sentais que c'était un leader, vraiment tu sentais qu'il était là derrière, qu'il maîtrisait parfaitement, mais après... Chelsea, c'est un daron aussi à Chelsea. Ah oui, bien sûr, là il est très âgé, ça y est, il a un âge très avancé aussi, clairement. Donc bon. Mais je suis totalement d'accord avec toi, je le mets pas top 5 comme ça sur non, pas top 5. Là, il est sous-coté. Moi, la quand vie, je le mets quand même un peu footix. Franchement, je mettrais bien un petit 50% footix quand même, parce que je sens que c'est un peu trop partisan, tu vois. Le top 5 d'essai all-time, on peut pas suivre. Je suis désolé. Après, à partir du moment où on dit all-time comme ça pour tout et pour rien, souvent, pas toujours, hein, mais il y a une part de footix, parfois. C'est très souvent. Allez, on continue avec l'avis de mon ami Manu, alias Ton Quotidien sur Instagram, qui nous dit « Mohamed Salah est une plus grande légende à Liverpool que Steven Gerrard. » Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de régler son cas direct. Avis 100% footix. Ce mec est bien meilleur pour parler du Japon que pour parler de football. Il faut le dire. Après, Steven Gerrard, c'est une légende incroyable, mais pas que sur l'aspect de ce qu'il a gagné avec Liverpool. C'est toi, comment tu perçois le terme légende d'une équipe? Pareil, légende, déjà, tu places les curseurs au maximum sur tous les critères de sélection possibles. Au niveau du palmarès, c'est assez identique entre Salah et Gerrard. La différence, c'est qu'il y en a un qui a gagné la Première Ligue et l'autre non. Mais sinon, après, au niveau Ligue des Champions, ils en ont une chacun. Une Europa League chacun, enfin Coupe de l'UEFA pour Steven Gerrard, bien évidemment. Globalement, c'est à peu près similaire. Gerrard a une FA Cup en plus, par exemple. Bon. Après, si on me parle d'impact dans le jeu, un peu culture de l'instant, Mohamed Salah, c'est exceptionnel. Enfin, pas qu'en ce moment, attention. Ces dernières saisons, depuis qu'il arrive à Liverpool, il est incroyable. Mais Gerrard aussi était absolument exceptionnel durant tout son passage à Liverpool. C'était l'âme du club. Mais c'est pas compliqué aussi de juger légende tant que le joueur est encore dans l'équipe. C'est-à-dire, Salah, est-ce que dans 10 ans, on pourrait pas mieux analyser le passage? Est-ce que ça aura un impact sur du long terme? Est-ce que c'est quelque chose... Alors, que Mohamed Salah soit une légende absolue de l'histoire de Liverpool, j'ai aucun doute là-dessus. C'est un monstre absolu, il a une régularité absolument incroyable, il a porté l'équipe dans de grandes épopées de Liverpool, notamment la Ligue des Champions. Il est passé à ça du Ballon d'Or et franchement, à cette époque-là, il l'aurait vraiment bien mérité vu la saison de malade qu'il avait faite à cette époque-là. Mais Gerrard, le talent, il a rien à lui envier, le palmarès c'est quasiment identique. Contre le Milan, avec la manière dont des images qu'on a de lui qui les porte et tout. Et surtout, et c'est ça que j'aime avec Gerrard, c'est qu'il porte un Liverpool pas ouf. C'est vrai. D'ailleurs, le Liverpool qui gagne cette Ligue des Champions, il finit 4ème de PL. Ouais. Faut se rendre compte. Je veux dire, c'est pas une Dream Team. Hein. Il gagne cette Ligue des Champions sur un match où ils étaient à deux doigts, ça y est, tu retiens plus leur saison, quoi. Mohamed Salah, lui, il arrive dans un Liverpool beaucoup mieux structuré, qui travaille beaucoup mieux avec Michael Edwards, avec Jürgen Klopp. Franchement, c'est pas comparable. Et après, il y a évidemment le paramètre affectif. Gerrard, c'est Liverpool. Et il est né dans la banlieue de Liverpool, il est formé à Liverpool. Il a joué toute sa carrière, hormis évidemment la dernière pige à Los Angeles, mais sinon il a joué toute sa carrière à Liverpool. Je veux dire, en termes d'identification, tu peux pas faire mieux que lui en fait. Ça aussi, il est anglais, enfin, tu peux pas mettre ça là au-dessus en termes de légende. Moi, après, encore une fois, beaucoup de personnes qui vont t'écouter n'auront peut-être pas tout suivi de Gerrard et aujourd'hui te diront, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'aura fait Salah dans l'esprit des gens? On parle de deux légendes. Donc, s'il parlait d'une légende et d'une personne qui n'est pas une légende, l'autre de l'autre côté, genre il aurait dit, tu vois, Torres, c'est quand même quelqu'un aussi là-bas à l'époque. Hein.
Ah oui. Et... Ah oui, oui. Torres à Liverpool, c'était incroyable. Mais après, bon, c'est pas la même période. Hein, c'est beaucoup plus court. Toi, tu dirais Footix, clairement. Toi, tu dirais Footix la vie. Ouais, 100%. Je me gêne pas, c'est mon pote. C'est mon pote, je m'en fous. Ah, mais c'est un fan de Chelsea. Je suis sûr qu'il est resté sur l'image de la glissade là, face à Dembaba, tu vois. Oui, c'est oui, bon. non, mais... Il est resté sur une mauvaise image. Ah, mais là, tu t'attaques plus à ton pote que à la vie. Là. Ça y est. Oui. Celui-là, il est pour toi, pour le coup, frérot. Oula. Imada Gage qui nous dit, comme Riles est là, unpopular opinion, je trouve que depuis 2010, le Real qui a procuré le plus de sensations était celui sous Mourinho. En particulier sa deuxième saison, malgré les trophées loupés hors Liga, j'ai trouvé l'effectif complet et sensationnel dans le football. Toi, en tant que supporter du club, je pense que tu es le mieux placé pour parler des émotions que peut procurer cette époque-là, même si moi, évidemment, j'ai mon avis à dire d'un point de vue un peu plus extérieur. On est sur une équipe hyper complète. De toute manière, même Benzema, quand il en parlait, il te disait que là, ouais, c'était incroyable l'équipe qu'ils avaient. Je sais pas si je pourrais dire les sensations, etc. Mais en tout cas, on sous-estime énormément ce que Mourinho il a fait au Real. Pour moi, c'est vraiment... Parce qu'il faut pas oublier qu'avant cette période-là, le Real, c'était presque anodin en Ligue des Champions, hein, ce qui s'était passé pendant plus de 58 où l'Europe, c'était intouchable. On ne pouvait rien faire en Europe. Le Real, maintenant, Mourinho est arrivé. Je trouve qu'il a restructuré. On a vu un Real, ça y est, qui pouvait faire quelque chose en Europe, ça dépassait les huitièmes, ce qui était devenu un exploit. Je trouve qu'en termes d'effectifs et ce qu'ils avaient produit, même si bon, en Liga contre le Barça, ça empêchait pas le Real de se manger de la manita, mais c'était un Barça... Ouais, mais bon, t'as un Barça de légende en face, c'est ça. Toi, t'es en pleine reconstruction. Exactement. Et toi, en face, t'as un Barça de légende. Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que malgré le fait qu'il ait pas gagné la Ligue des Champions à cette époque-là, il y avait quand même des émotions hyper fortes. T'avais quand même un clivage Real-Barça absolument incroyable. Ouais. Chaque classico, tu avais une tension monumentale. Tu avais l'impression vraiment que le monde du football était suspendu à ce match. Ouais. Tout le monde regardait, même les gens... Tu sais, les mecs qui regardent le foot, qui te disent « Oh, j'aime pas trop le foot, je regarde juste pendant la Coupe du Monde. » Même eux, ils regardaient ces classicos-là tellement ils étaient absolument exceptionnels. T'avais Messi, Ronaldo, t'avais Mourinho, Guardiola, t'avais trop de clash. T'avais l'opposition de style aussi entre le tiki-taka de Guardiola, le jeu de transition de José Mourinho. T'avais tout en fait, t'avais tout. Puis les médias ils se sont donnés à cœur joie et t'en ont fait une affiche absolument incroyable. Et puis sur le terrain, ça partait même en bagarre. Je peux comprendre qu'en tant que, mais bien sûr, et je peux comprendre quand en tant que supporter, même si t'as pas le titre au bout, je peux comprendre que t'aies vécu des émotions absolument dingues dans une saison pareille. Et que même si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, d'être allé gagner par exemple le championnat avec 100 points et chose que les gens ont tendance à oublier, avec des masterclass très régulièrement. En championnat avec des 4, 5, 6-0 très régulièrement, peut-être que ça te procure plus d'émotions, peut-être moins de satisfaction à la fin que par exemple la période Zizou où tu vas gagner 3 Ligues des Champions d'affilée. Ça a peut-être un petit peu moins de saveur, c'est peut-être un petit peu plus facile, tu vois. Oui, mais en fait, ce qui est perturbant, c'est que quand t'avais tout pour gagner, la manière était là et tout, la frustration, elle était 2 fois plus grande de pas gagner. Quand tu te fais éliminer par le Bayern au tir au but alors que tu fais même un match, ça s'est joué à l'erreur pour ceux qui se rappelleront, ça s'est joué à l'erreur au match aller de Coentrao qui perd le ballon, je crois que c'était contre Ribéry ou Robben, je me rappelle plus. Et dans les dernières minutes, ils encaissent le Real, ce qui fait que le retour, ils font un super match. Mais ce but à l'aller sur une erreur a chamboulé les derniers matchs. Parce que après au tir au but, ils se font éliminer. Ramos, c'est là où il tire au-dessus de la barre. Kaka et Ronaldo, ils sont arrêtés le ballon par Neuer. C'est la frustration ultime ce jour-là. Tu peux pas facilement comme ça te lâcher j'ai eu plus de sensations avec ce Real que gagner 3 Ligues des Champions. Je reprécise, j'ai essayé de me mettre à la place de l'abonné. Je dis pas compris. Que moi je l'aurais vécu comme ça. J'ai compris. J'ai bien compris. Surtout que quand Zidane arrive, on n'est pas là à se dire obligatoirement le Real va gagner. Beaucoup de Ligues des Champions que le Real a gagné, au début, on se dit... Il y avait plein de signaux des fois qui disaient ça va être compliqué. Mais même là avec Ancelotti, c'est pareil, c'est souvent comme ça le Real en fait. Donc je dirais que c'est pas du tout un avis footix déjà ce qui a été dit parce que clairement on est sur un Real qui a été des plus satisfaisants aussi à cette époque-là. C'est juste son avis et son ressenti. Mais les émotions etc c'est complexe. Je veux dire ce qu'on avait vécu
même sans un football exceptionnel du Real avec les Benzema. Mais t'as kiffé toi les années Mourinho, t'as kiffé ou pas? Ah bah oui, bah moi j'ai connu les années d'avant où c'était la souffrance et le Real était même plus conquérant. Donc quand j'arrive avec Mourinho... Non, mais parce que c'est que dans les médias et dans pas mal de gens, on a l'impression que les années Mourinho c'est un échec, c'est un flop, alors qu'en vrai putain c'était quand même costaud. Vraiment quoi. Ne pas sous-estimer cette période-là parce qu'il a vraiment pour moi restructuré le Real. Mourinho. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu par ce qu'on dit, allez voir la très bonne vidéo de Un Max de Foot sur le sujet. Il a été très complet là-dessus. C'est vraiment hyper instructif. N'hésitez pas. Avis suivant, celui de l'ami Vincent PCRT _. La carrière internationale de Thierry Henry est surcotée. Il passe à côté de son tournoi en 2002, en 2008 et en 2010. Il est médiocre en 2004. Aucun but dans les 2 finales qu'il joue, 2000 et 2006. Oui, Henry a marqué son empreinte, mais il ne devrait jamais être cité dans les potentiels 3 meilleurs joueurs français de l'histoire de l'équipe de France. Là, c'est une vraie unpopular opinion. D'ailleurs, j'en profite parce que très souvent, quand je vous demande vos unpopular opinions, vous me donnez juste des opinions ou des prédictions sur ce que vous aimeriez bien voir arriver dans le futur. Oui, Cole Palmer sera Ballon d'Or. Oui, bon, peut-être. C'est pas une unpopular opinion, il est trop fort, tu vois. Qui va t'insulter parce que tu penses que Cole Palmer va gagner le Ballon d'Or un jour? Personne. Oui, bah ça, oui. Là, on est sur un truc impopulaire. Je salue la prise de risque, déjà. C'est une prise de risque, mais aussi, c'est pas faux en soi. Je veux dire, mais en vrai, il a pas tort. Hein. C'est ça, c'est qu'il a pas spécialement tort. En fait, après, je trouve que Henry, c'est quand même un joueur qui a explosé tôt. Et à l'époque, à cette époque-là, en tout cas dans les années 98 et tout, je pense pas que c'était aussi répandu que des jeunes partaient en Coupe du Monde à cet âge-là et pouvaient avoir quand même faire des différences, non. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est répandu qu'un jeune de 18 ans, 19 ans, t'as la Yamal porte un Barça. Oui, t'avais pas encore tout ce foot business, on prend les petits jeunes, on les revend, tout ça. Oui. Un joueur en équipe nationale comme Henry, c'était aussi le poids du joueur qu'il avait et qui a été construit même en dehors de l'équipe de France, qui faisait que, certes, oui, si on s'arrête que sur l'équipe de France, en comparaison à d'autres en équipe de France, c'est pas un top 3 pour moi. Je pense pas que je le mettrais top 3. Moi non plus. Moi, personnellement, je pense qu'il y en a 2 qui sont absolument indiscutables dans le top 3. C'est Platini et Zidane. Et après, on peut avoir des débats sur le numéro 3. Moi, personnellement, je placerais Antoine Griezmann, je sais pas toi, mais je peux entendre aussi que certains placent déjà Mbappé, par exemple, à cette 3e place. Thierry Henry, je le vois de temps en temps dans les débats à cette 3e place, mais pas si souvent que ça, généralement. Hein. En fait, Henry, moi, ce que je trouve, c'est que l'équipe de France a eu un des meilleurs joueurs en termes d'attaquants. Il n'y en a pas eu 1000 pour moi qui passent devant. On peut accorder un succès à Zidane, on peut accorder un succès à Griezmann, on peut accorder des succès à Platini. Accorder un succès en équipe de France à Henry, c'est plus difficile, je trouve. L'Euro 2000 quand même. En fait, il y a Zidane qui est encore un cran au-dessus à l'Euro 2000, mais il fait quand même un très gros Euro 2000. D'ailleurs, c'est là où je reprendrai un petit peu l'abonné sur son petit détail qu'il nous a donné. Certes, il ne marque pas en finale à l'Euro 2000, mais il fait une très belle compétition et il fait une très belle finale. Je veux dire, j'ai encore des souvenirs de Cannavaro qui passe son match sur le cul. Puissant, même Nesta s'est pris quelques coups de vent, tu vois. Et on parle quand même de Cannavaro, Nesta, t'avais Maldini également, tu vois. Je veux dire, c'était pas rien en face. Et Henry, vraiment, il leur mettait la misère sur ce match, même s'il a pas marqué. Donc pour moi, là, ça sent la petite lecture quand même, la petite lecture Wikipédia. Ah, il a pas marqué en finale, là non plus. Tu vois, non, mais après, la question, c'est pas de savoir s'il était pas bon. S'il était nul, il faut voir le contenu des matchs. Savoir s'il est dans le top 3, c'est ça. Pour moi, il a pas tort. Il a pas tort, il est un peu... voilà, à part moi, le seul truc qui me fait tiquer pour le coup, c'est vraiment le fait de préciser qu'il n'est pas marqué dans les finales. 2006, il fait un bon mondial également. Bon, pour moi, ça, c'est pas vraiment un très bon argument. Quand même. Maintenant, dans l'ensemble, moi, je trouve qu'il a raison. Puis il y a eu l'entente aussi avec David Trezeguet, qui a souvent posé des problèmes. Les deux voulaient jouer en point, dommage, tout ça. Trezeguet quand même, parce que ils l'ont essayé beaucoup de fois en équipe de France, mais jamais réellement il aura été l'attaquant indiscutable de l'équipe de France. Hein. Et pourtant, Trezeguet, au final, ça a été plus un super sub. Hein. C'est ça. Et pourtant, avec Henry, l'entente qu'il y avait humainement entre eux, c'était une folie à cette époque-là. On voulait tous les voir ensemble. Mais Henry, c'est quand même un joueur de légende. Henry, faut pas sous-estimer. Hein. C'est top 5. Top 5, c'est bon. Oui, clairement. Je le mettrais bien. Je le mets quand même dans la catégorie puriste. Il est quand même assez sévère, tu vois. Oui. Je vais le mettre un bon 50% puriste. Allez. Oula, celui-là, il est costaud, mais il est très intéressant. J'aime beaucoup le débat qu'il soulève. C'est l'avis de Beau PR. Pour lui, la modification du temps de jeu
de 90 à 60 minutes n'est pas une si mauvaise chose. Dans une époque où les matchs s'enchaînent, un temps de jeu réduit permettrait aux joueurs de moins accuser le coup. Moins de fatigue physique et psychologique aussi pour les arbitres et donc peut-être moins d'erreurs. Le jeune public qui se lasse de plus en plus vite devant un écran serait peut-être plus séduit par le format. Pour le public plus âgé, ne pas oublier les gars que ce n'est pas le métier de tout le monde de se mater des matchs de football. Demi-temps de 30 minutes me paraissent plus simples à regarder. Moins de temps de jeu égale moins de temps pour s'imposer, ce qui pousserait peut-être les équipes à jouer un football plus offensif et plus champagne. Sinon, incroyable de vous voir ensemble, j'adore votre taf, bonne continuation et à la Madrid. C'est un compatriote. C'est un compatriote. J'aime beaucoup la vie et pour le coup c'est impopulaire parce que franchement j'ai déjà eu ce débat en live plusieurs fois. J'avais évoqué le fait ne serait-ce que d'enlever 10 minutes de jeu et franchement je m'étais fait tomber dessus, tu vois. Donc vraiment il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très conservateurs. L'opinion publique quand tu veux changer quelque chose, généralement va considérer que c'est parce que t'aimes pas le football. Donc tu veux le changer, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a des bons arguments. On a toujours du mal à changer une chose qu'on aime ou qu'on a aimé. On se dit, on va te retirer ce que t'as connu. Et tu te dis, ah ouais, mais imagine, ça ne me plaît plus comme avant. Tu vois, dans l'esprit d'un humain, c'est comme ça que ça marche. Toi, là, tout de suite, on te dit, tu retires le match de 90 minutes en un match d'une heure précise. Toi, tu dis oui, ça y est, si tu devais choisir. J'ai envie de le voir, ouais. J'aimerais bien le voir et j'aimerais bien que ce soit peut-être même expérimenté au moins sur une saison, tu vois. Je pense que ça serait hyper intéressant. Mais c'est vrai que, faut se rendre compte quand même, 1h30, c'est énorme. Bien sûr. Je veux dire, regarde, un match de basket en NBA, c'est 4 fois 12 minutes. Mais ça choque personne, tu vois. Non. Et justement, un match de NBA, c'est vrai que la NBA, ça a été fait par des Américains. Donc forcément que eux, ils ont déjà pris en compte la question de la spectacularité, de l'intensité. Ouais. Faut en mettre plein les yeux à tous les matchs. Après, évidemment, faut pas partir dans des délires complètement débiles. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire avec Jacques-Henri Hérault, l'ancien président de l'OM, qui disait oui, il faut s'inspirer des jeux vidéo. Pourquoi pas des buts qui comptent double si tu marques. Star Wars, là, ça y est, c'est fini. Oui, là, lui, il partait trop loin. Mais une réduction du temps de jeu, je trouve que c'est une mesure qui colle beaucoup avec toutes les plaintes que l'on peut entendre de tous les côtés. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de changer dans le foot, mais moi, ça, franchement, je ne suis pas contre. Ce qu'ils vont faire, c'est que si le temps d'un match est plus court, je pense qu'ils vont additionner plus de matchs. Je pense pas qu'on va, pas arriver à une période où, et je pense que sur la finalité, ça reviendra au même. Mais ils sont déjà en train de nous rajouter plus de matchs. Regarde, là, ils nous ont mis le mondial des clubs. Là, alors, même avec ce temps-là, s'ils en ont rajouté, je pense que si un match ne durait qu'une heure, moi, je pense que ça va changer beaucoup de choses si ça a lieu. C'est-à-dire que même stratégiquement, la 80e minute où tu gères un match, c'est plus la 80e minute, c'est la 50e minute, et la mi-temps, donc elle fait, il y aurait toujours des mi-temps ou pas? Si tu joues une heure, 30 minutes, c'est ça? Bah, deux fois 30 minutes, ce serait pas con. Mais effectivement, d'un point de vue du jeu, et c'est là où peut-être je mettrai un bémol par rapport à ce que nous a proposé l'abonné sur le fait que ça pousserait peut-être les coachs à prendre plus de risques. Ça peut aussi faciliter le travail des coachs plus défensifs. Bah du coup ils auront plus que 60 minutes à résister plutôt que 90 minutes. C'est vrai que pour l'argument de la spectacularité, passer à 60 minutes, c'est pas non plus un gage total, une garantie totale de plus de spectacles. Ça, voilà, c'est vrai. Ouais, c'est ça, parce que moi je me dis qu'au contraire, plus tard tu vas marquer et plus le match est court, le plus tard il est plus tôt. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, putain. En gros, on dirait du Thierry Henry, c'est exceptionnel. En gros, même le temps, on n'a pas le temps d'avoir le temps. C'est dans le sens où la 80e minute, c'est tard pour marquer, ce qui fait que tu vas pas marquer à la 80e et continuer d'attaquer. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis pas que c'est la solution miracle et c'est sûr et certain que ça va régler le problème, mais ça mériterait d'être tenté peut-être sur au moins genre sur une compétition. Le Final 8 par exemple, bon là ça avait été fait par la force des choses à cause du Covid bien évidemment, mais au final ça avait été un format qui avait été hyper intéressant avec des matchs couperés, on avait eu des surprises et tout, c'était hyper intéressant. Profitons par exemple de ce mondial des clubs donc, qui pour l'instant ne génère pas vraiment de grande hype, faut le dire très clairement. Vu qu'il y a beaucoup en plus cette critique envers Gianni Infantino, envers la FIFA sur le fait d'aller rajouter une compétition, bah, je trouve que ce serait une réponse saine
et intéressante pour le football. Moi, en tout cas, je pour l'avis, je vais pas dire puriste parce que du coup, c'est quand même assez à contre-courant et c'est assez progressiste. C'est pas conservateur, et puriste, c'est plutôt quelqu'un de conservateur généralement. Le seul truc, c'est moins de fatigue physique et psychologique pour les arbitres. Bon, les pauvres. Hein. Eux, ça va. Hein. Pas exagérer non plus. Hein. Allez, avis suivant, mais juste avant, pensez bien à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous appréciez cette vidéo. On arrive bientôt aux 200 000 abonnés, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Avis de, j'aime beaucoup le pseudo, Nordine Oumouk. Pour moi, Bellingham devait gagner le Ballon d'Or. Il a été juste imbattable le début de saison dernière, clutch à tous les matchs lors de son début de saison. Certes, il a moins scoré lors de la suite, mais il n'est pas moins important. Il a été juste le meilleur joueur du Real la saison dernière. Avec l'Euro, il a été indispensable à l'Angleterre. C'est grâce à lui que la sélection a réussi à aller aussi loin. Celui-là, je l'ai pris juste pour toi parce que j'ai suivi sur Twitter, tu t'es bien fait traquer justement par rapport à ce Ballon d'Or. Ça a été assez dur de trancher. Vas-y, règle tes comptes. En fait, moi, ce que j'ai toujours expliqué dans un Ballon d'Or, et qu'on doit comprendre parce que c'est comme ça, un Ballon d'Or, en termes de mérite, n'est pas toujours mérité que par une personne. Il y en a 1, 2, 3, et si c'est le 1, 2, 3, c'est pas choquant. Cette année, c'était soit Vinicius, soit Bellingham, et Carvajal. Et je précise, je ne suis pas supporter du Real Madrid. Pour moi, Toni Kroos avait aussi son mot à dire hein, dans une époque où on prend en compte. Bah oui, mais après c'est vrai, j'allais dire dans une époque où on prend en compte les joueurs un peu plus de l'ombre, mais en vrai c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est ça que bon. Bah oui. Bellingham, s'il prend le Ballon d'Or, c'est totalement mérité pour moi. Pour moi, ça me choque pas. C'est pas un scandale. Ça me dirait, le gars est meilleur joueur de Liga et il a porté la Liga quand Vinicius même était blessé, etc. Il y a pas eu de débat. Mais Vinicius, son moment de gloire, il aura été la Ligue des Champions. Vinicius, clairement. Meilleur joueur de Ligue des Champions. Et surtout les derniers tours. Et les derniers tours, dans les cours qui comptent le plus. Voilà. C'est ça qui te donne le plus de points. Donc à partir de là, la Ligue des Champions, elle est finie. C'est entre Vini et Bellingham, mais il y a plus de chances pour moi que ce soit Vini, parce que Ligue des Champions, marquer les esprits dans les matchs les plus importants, buteur en finale, tous ces trucs-là, ça a donné peut-être plus de points à ce moment-là à Vini pour moi. Ensuite, il y a l'Euro et Bellingham, qu'on veuille ou non, parce que beaucoup de gens veulent s'arrêter sur il n'a pas été le meilleur joueur, etc. Mais il va en finale de cet Euro malgré tout. C'est quand même un poids d'aller en finale. Il a un moment clé avec son retourné qui les qualifie dans un match sur les dernières minutes aussi. Et on me ramène Rodri. Je suis désolé, pour moi, Rodri, c'est même pas la meilleure saison qu'il a fait là. Il fait quand même une grosse saison, hein. Il fait quand même une grosse milieu défensif qui te claque, je crois, une quinzaine de buts dans la saison. Toi, il gagne la PL. Honnêtement, à la fin de l'Euro est terminé, on te donne pas de nom. Tu dis cette année. Je pense pas à Rodri. Tu dis Rodri, je le mets Ballon d'Or. Moi, j'aime pas le joueur, mais je l'aurais donné à Vinicius. Voilà. Ouais. Objectivement, Vinicius le méritait. Bellingham, le pauvre, en fait, il a été au top au moment où, dans les esprits, ça marque le moins, ça compte le moins. Le Ballon d'Or, ça se gagne en fin de saison, c'est comme ça a toujours été comme ça. Je dis pas que c'est juste, mais c'est comme ça. Et Vinicius, pour le coup, lui, il a été plus que présent dans ces moments-là. Dans la saison qu'on a vécue la saison dernière, c'était une saison de Ballon d'Or. Par rapport à la concurrence, c'était une saison de Ballon d'Or. Le débat de la saison dernière, mais tout le monde était convaincu que ça allait être Vinicius. Donc, on a suivi l'idée que ce soit Vinicius. Et le fait que ça n'a pas été Vinicius, c'est même pas le fait que ça n'a pas été Vinicius qui aurait été le plus choquant pour moi, c'est que ça a été Rodri. Parce que si c'est Bellingham, moi je fais pas parce qu'il y a beaucoup de gens, et je pense que t'as vu sur les réseaux, il dit que Vinicius doit l'avoir, mais il a dit à certains moments que Bellingham aurait pu l'avoir. Mais oui, Bellingham aurait pu l'avoir, Vinicius aurait pu l'avoir, mais à l'Euro, si on te dit pas que c'est Rodri, est-ce qu'on dit que Rodri est top 3 Ballon d'Or si Rodri n'est pas le joueur de l'Euro? Non, c'est vrai, c'est pas le nom le plus évident, mais après c'est aussi par rapport à son rôle. Et c'est vrai que moi j'ai eu cette démarche là, tu vois, quand Rodri a été nommé Ballon d'Or, je me suis dit ok, je me replonge dans sa saison, je remets un peu toutes les pièces du puzzle en ordre et je me dis ok, c'est pas non plus complètement délirant en vrai, y a un truc. Après c'est vrai que c'est un peu étonnant quand tu as autant de joueurs du Real qui pouvaient y prétendre, même si moi je mettrais quand même un bémol sur Dani Carvajal. J'aime pas trop le concept de il a gagné ci, il a gagné ça, donc c'est le meilleur joueur. C'est pas le meilleur joueur du Real, c'est pas le meilleur joueur de l'Espagne. Pour moi ça c'est pas bon. Mais je suis d'accord avec toi, mais le truc c'est que je trouve pas que Rodri sorte du lot de la compétition qui est celle qui lui donne le Ballon d'Or. Même sa finale n'est pas incroyable. Il est blessé. D'ailleurs. Ouais. Il est blessé dans la finale.
Bah écoute, pour l'avis de l'abonné, on va dire qu'il a pas tort, hein. Mais ni Puriste ni Footix, pour le coup, a pas tort. Il a pas tort. On est sympa aujourd'hui, je trouve. J'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup... Ça te plaît pas trop d'être sympa, j'ai l'impression. Ouais, putain. Moi, je suis là pour casser un peu, là. Oh. Allez, peut-être sur le dernier, on va voir. Avis de Kylian DBY. Frenkie de Jong, sans blessure, est dans le top 3 des meilleurs milieux d'Europe et pas 3e. Sa capacité à pouvoir mettre du rythme dans le jeu à lui seul, son calme et sa lucidité face au pressing, c'est précis, hein, le rendent incroyable. Dommage qu'il passe plus de temps à l'hosto que sur le terrain. Là, il va y avoir peut-être un petit peu plus de matière à débat. Alors, pour être dans un top 3, il faut les preuves qui vont avec. C'est pas qu'une histoire de potentiel. Maintenant, en termes de potentiel, moi, j'ai toujours défendu De Jong. Hein. On sent quand même que là, ça va être très dur de revenir à un prime. Mais De Jong, c'est un joueur tellement fort de base. T'as dit un mot très très important. Potentiel. Voilà. Et moi, c'est le problème. C'est quand on parle de potentiel avec un joueur de 27 ans, c'est ça. Moi, personnellement, ça me gêne. C'est pareil. Et pourtant, ça me fait pas plaisir parce que qu'est-ce que j'aime les joueurs de foot comme ça. Il sait tout faire. Il est magnifique à avoir joué. Il sait tout faire. Il est hyper athlétique, très physique. Il sait défendre. Et bah, il a même joué défenseur central avec le Barça à un certain moment. Je sais pas si t'es au courant. Ouais, il a dépanné, ouais. Bien sûr, il avait dépanné. C'est que tu sais qu'il a aussi certaines compétences défensives. Mais je ressentirais que de la frustration, moi, d'un joueur comme ça aujourd'hui. Bah oui, le potentiel, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une masse de joueurs qui ont un potentiel à faire sortir? Un Verratti, c'est quelqu'un qui avait un potentiel Est-ce qu'on retient Verratti de cette histoire? Est-ce que... Moi, je te rejoins complètement. On est sur un beau gâchis parce qu'effectivement, moi, Frenkie de Jong, je trouve que c'est un joueur assez magnifique. Il n'y a pas de débat. Si on parle de potentiel, qu'on puisse dire qu'il est dans... Que si on prend les qualités intrinsèques, que ce soit l'un des meilleurs milieux de terrain, l'un des plus doués sur le circuit actuel, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si on parle vraiment de qui sont les meilleurs milieux de terrain à l'heure actuelle, j'en ai quand même quelques-uns qui me viennent à l'esprit avant, tu vois. On en a parlé, hein. Rodri, je le place avant. Bellingham, je le place avant. Un Declan Rice, je le place avant à l'heure actuelle. Un Pedri, je le place avant. Moi, Frenkie de Jong... Est-ce que tu connais le concept du joueur Nutella? Non, c'est quoi? C'est doux, c'est sucré, mais au final, t'en as vite marre au bout d'un moment. Tu sais que c'est pas si bon que ça. Oh, c'est bon. Je suis très beau à avoir joué. Oui. J'ai pas besoin de faire plus. Des fois, je me demande. J'ai pas besoin de faire le kilomètre en plus, tu vois. Ouais, mais en fait, des fois, je me demande si c'est pas non plus le fait d'être bridé dans la consigne, d'être dans. Parce qu'au Barça, c'est beaucoup comme ça que ça marche en zone, là. Un joueur comme lui, est-ce que c'est pas soit le porteur du milieu, soit libre? Tu vois, tu dois porter, tu dois casser des lignes. Et est-ce qu'à un moment donné, il s'est pas lui-même auto-bridé? Bon, après, on peut trouver mille une excuse. Je veux dire, le joueur, normalement. Non, mais c'est pas une excuse que tu trouves. Je trouve que c'est même assez juste. Et ça c'était un de mes bémols, parce que là, j'étais un petit peu dur avec lui. J'avais besoin de tacler un petit peu. Mais globalement, moi, De Jong, je l'avais beaucoup suivi lors de sa période à l'Ajax à l'époque. Ah oui. Et à cette époque-là, il jouait 6. Il jouait devant la défense, dans un point de base d'un milieu à 3. À Barcelone, majoritairement, on l'a vu jouer relayeur. Et ce mec-là, je pense que ça l'a un peu bridé, dans le sens où c'est un mec qui aime bien avoir du champ devant lui, qui aime bien avoir le jeu devant lui, parce que ses qualités, c'est quoi? C'est le jeu long. De Jong, c'est quelqu'un aussi qui aime bien partir, casser des lignes, balle au pied. Mais pour ça, il faut pas qu'il ait directement des 6 ou des défenseurs centraux devant lui. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de champ pour démarrer. Il aime bien ces grandes courses balle au pied. Ligne du pressing, et après, derrière, il fait la différence. Exact. Ça libère. Et ça, à Barcelone, il a pu le faire, mais globalement, on lui a plus demandé autre chose. Le Barça, c'est aussi une équipe qui te demande de pas être dans le brouillon. Parce que c'est pas la première fois qu'un joueur de l'Ajax, quand il quitte l'Ajax, n'a plus la même inspiration que ce qu'il avait à l'Ajax. Bah, c'est quasiment la totalité. Hein. Regarde, si on prend là comme ça de tête, De Jong, pas incroyable. Ziyech, pas incroyable. De Ligt, pas incroyable. Mazraoui, ça va. Onana, pas incroyable, tu vois, je veux dire, enfin, et encore, je suis sûr que j'en oublie un après, petit paquet. Après, il y a Anthony et tout ça. Ah bon, Anthony, oui, j'avais oublié. Putain, c'est le pire exemple, j'ai oublié. C'est le plus gros échec. Mais c'est fou, parce que pour conclure avec De Jong, je pense qu'il y a deux choses. Il a été bridé, je pense quand même qu'il a été bridé dans son jeu personnellement. Et derrière, c'est un joueur qui est très basé sur l'aspect physique aussi. Il est plus fébrile qu'avant, ce qui fait qu'il peut plus aussi jouer comme avant.
Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué pour lui. Après, pour en revenir à la vie de l'abonné, c'est sûr que tous ces séjours à l'hosto, ça doit pas aider à trouver de la régularité dans la performance, d'aller à 100% de son potentiel. Quand il part dans son délire top 3 milieu européen actuellement, c'est non. Là, on bascule dans la catégorie footix, mais allez, on va dire à 20%, parce que c'est pas complètement faux. Effectivement, il y a un talent assez hors du commun. Il y a une mise en avant du joueur qui se respecte. Il y a des circonstances atténuantes pour Frenkie de Jong. Allez, on peut comprendre qu'on soit un peu sympa envers lui malgré tout, mais on reste clairement sur notre fin. Ouais, clairement. Gilles, ça m'a fait plaisir en tout cas, c'était vraiment très très cool. Vraiment, j'espère que t'as kiffé. Ouais, super, vraiment, merci à toi. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé. Si c'est le cas, je me répète, mais pensez bien à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut.